Nomadic Lab, c'est une entreprise française. On est à peu près 80 aujourd'hui, basé dans le 13e. On a 3 gros départements. Un gros département de R&D, recherche appliquée, avec une cinquantaine de docteurs en informatique qui développent, maintiennent le code de Tezos, qui est une blockchain publique. On a un département classique d'administration, finance, RH, qui gère les aspects quotidiens de l'entreprise. Et on a aussi un département qui s'appelle adoption et support, qui accompagne toute entité qui souhaite développer un projet sur Tezos. Ça peut aller de la start-up jusqu'à le grand compte, comme une banque, une société dans l'énergie, etc. Donc voilà, Nomadic Lab, et ce département-là, il couvre en fait la France et le Benelux. Le premier avantage, je ne vais pas commencer par celui-là. Donc, déjà, ça ne consomme pas beaucoup. Tu vois, on utilise un algorithme de consensus qui est basé sur du proof of stake, c'est du liquid proof of stake. On n'est pas les seuls aujourd'hui, Ethereum est aussi passé en proof of stake. Mais voilà, ça c'est important parce que dès 2019, on se rendait pas assez compte de l'importance d'être très peu consommateur d'énergie pour travailler avec des boîtes comme Société Générale, la Banque de France, etc. Donc bon, il y a déjà ce premier avantage qui est une caractéristique. On est une blockchain publique, bon évidemment ça c'est la base, mais le truc hyper important de Tezos, c'est que c'est aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant ça, que c'est la seule blockchain qui a un mécanisme de mise à jour. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu es un entrepreneur ou quand tu es un grand groupe, tu cherches de la stabilité et tu veux déployer ton projet, ton application décentralisée sur un mécanisme, sur une infrastructure qui est capable d'évoluer dans le temps et qui est capable de technologiquement évoluer pour s'adapter à la charge et aux évolutions marché. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant parce que Tezos, c'est un logiciel informatique, donc c'est un ensemble de règles informatiques. Et la beauté, c'est que dans cet ensemble de règles, il y a des règles pour modifier les règles du protocole en fait. Des règles pour modifier les règles. Et donc Tezos en fait a une caractéristique d'auto-modification et on a couplé ce mécanisme avec un mécanisme de vote où quand tu as un jeton test, tu peux voter pour participer aux décisions d'évolution technologique de la blockchain Tezos. Et ça, c'est un gros avantage. Ça nous a permis par exemple, de reprendre l'algo de consensus de Cosmos, Tendermint, et de le réadapter à Tezos avec Tenderbake, qu'on a appelé Tenderbake. Et donc on a changé l'algo de consensus de Tezos, c'était en 2022. Et c'est comme changer le moteur de ta bagnole pendant qu'elle roule. C'est une vraie prouesse technologique. En fait, si tu veux, on a une stratégie qui est de vraiment s'appuyer sur un écosystème déjà existant. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, nous, c'est d'être vraiment les spécialistes de la technologie Tezos. Il faut que quand il y a une question sur Tezos ou quand il y a des difficultés rencontrées sur le développement d'un projet sur Tezos, on puisse venir nous chercher. Par contre, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'était devenir un cabinet de développement pour développer des applications décentralisées, ou on n'a pas voulu devenir un cabinet qui fait du conseil pour vendre du conseil, qui soit techno ou juridique. On ne développe pas de produits non plus, mais parce qu'on ne voulait pas se mettre en compétition avec les acteurs qui étaient déjà présents dans le tissu économique et industriel français et Benelux. Et donc plutôt, ce qu'on en cherche, c'est à accompagner tous les intégrateurs techniques, faire en sorte qu'ils s'approprient notre techno, leur apporter du support technique et qu'ensuite eux développent de l'activité à partir de la techno Tezos. On fait la même chose, plutôt que de se mettre en compétition avec les cabinets de conseil, on va plutôt leur apporter du support pour qu'eux puissent ensuite développer des activités en connaissant et en maîtrisant bien la technologie Tezos. On cherche de plus en plus aussi, plutôt que de développer des produits, apporter notre expertise, notre réseau à des incubateurs pour qu'eux puissent ensuite filtrer des entrepreneurs qui vont développer des produits sur Tezos. Et c'est en fait de cette façon qu'on arrive à démultiplier les points de contact dans le tissu industriel français et Benelux pour qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de projets qui viennent vers nous grâce à des intégrateurs techniques, à des cabinets de conseil, à des entrepreneurs et qui ont le réflexe de venir nous voir quand ils ont des difficultés pour construire sur Tezos. Donc à ce moment-là, ça répond
à ta question qui est est-ce que on a des gens qui viennent vers nous et qui ont déjà décidé de travailler sur Tezos. Donc oui, ça se passe comme ça. Mais aussi, ça nous arrive de, par exemple, rencontrer des utilisateurs finaux dans le gaming, dans la banque, dans l'assurance, dans l'énergie, et de les approcher. Et c'est des gens qui veulent développer des projets Web3, blockchain, qui hésitent entre plusieurs technos, dont Tezos. Et là, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils choisissent Tezos. Voilà. Et ce qui est intéressant de cette approche, c'est que quand on a réussi à convaincre un utilisateur final d'utiliser Tezos, plutôt que de nous développer le projet, on a tout un écosystème de partenaires qui peuvent répondre à leurs demandes. Comme on fait ce travail vraiment de tous les jours, de vraiment labourer le terrain et animer un écosystème sur la zone France et Benelux, ce qui se passe, c'est que la sélection elle se fait sur les projets qui sont sur cette zone-là, quoi. Voilà. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que moi, j'ai un background où avant, j'avais travaillé aussi sur du développement, notamment en Amérique latine, et j'ai appris qu'il faut vraiment bien se concentrer sur une zone donnée. Sinon, si tu cherches à faire trop de choses sur une zone trop large, trop importante, en fait, tu n'arrives rien à conclure. Donc, ce qu'il faut, c'est, voilà, on délimite bien la zone. De toute façon, le tissu industriel de la zone France et Benelux, il est très dense. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme la blockchain, c'est une technologie qui peut être utilisée sur plein d'industries différentes, en fait, ça suffit. Même un pays entier à couvrir, c'est déjà beaucoup. Sans aucun doute, c'est le projet Stables de PMU. Je trouve que voilà, on a été mis en contact avec eux directement. On a vraiment présenté les avantages de Tezos, comment on pouvait les aider, les accompagner, etc. Et ce qui nous a marqué, c'est vraiment le sérieux de l'équipe. Comme en fait c'est une industrie encore naissante, le Web3, c'est pas encore la norme de trouver des équipes très très sérieuses, très structurées. Et on l'a tout de suite senti avec PMU, des gens structurés, passionnés. Et c'est vraiment sympa de travailler avec eux. Après, on aime beaucoup aussi des projets de type infrastructure. Par exemple, il y a Exaion, la filiale d'EDF, qui est passé Baker en 2020. Tu vois, c'est devenu un nœud validateur en 2020 sur Tezos. Et aujourd'hui, ils déploient des nœuds pour d'autres entreprises. Ils déploient des nœuds archives, ils déploient des nœuds validateurs sur Tezos pour d'autres entreprises. Ils ont même lancé Exaion Node, où tu peux, comme un peu sur Ethereum avec Infura, avec leur solution, tu peux déployer un nœud rapidement. Et si tu es en dessous d'un certain nombre de requêtes, c'est gratuit. Je crois profondément dans le fait qu'on est sur une transformation industrielle qui va prendre des années. Je pense qu'on n'est pas sur un horizon de temps qui est 1 ou 2 ans pour que ça explose. On est sur un horizon de temps, je pense qu'on va être sur les 4-5 prochaines années sur une phase d'adoption par les grandes entreprises. Je pense qu'on sort d'un marché retail et on rentre dans un marché B2B et qui va être B2B2C. Et ensuite, je pense que ça va aller jusqu'en 2030-2035 pour qu'on ait vraiment un niveau de maturité comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Web 2. Donc tu vois, on est sur un horizon de temps assez long, ce qui veut dire qu'il faut de l'infrastructure.